superbe. Oui, il révise. Non, mais on va faire parler Philippe d'abord, comme ça vous avez le temps de réviser, de reprendre vos marques. Il est arrivé en courant. Merci beaucoup Bruno. En plus, il y a eu les embouteillages lyonnais qui apparemment n'ont rien à envier aux Parisiens. Philippe Hérault, ah bah, faut peut-être. Alors, c'est pas une mise en scène. Hein, Merci bien de sonner, c'est assez drôle. Mais ça va. C'est marrant parce que normalement, j'ai pas de téléphone qui sonne. C'est pas grave. Bon, c'était pas une mise en scène. Philippe, voilà, votre nom s'affiche derrière. On va parler de la Chine et on va parler de comment est-ce qu'on chasse en meute à l'international. Vous étiez, je crois, aujourd'hui avec Jean-Pierre Raffarin. On en parlera dans un instant, on essaiera de décrypter un peu ce qui se passe avec Alice Ekman. Vous, quel est votre sentiment? Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours. Vous avez une petite PME qui a la particularité d'être quasiment plus développée en Chine que chez nous. Et quasiment. Et en tout cas, vous avez été les premiers à vous implanter là-bas. Et on ne peut pas dire que vous ayez souffert d'un sursoutien de la part des politiques publiques à la base. Oui, ni des politiques publiques, ni des grands groupes français d'ailleurs. Ouais, alors Mixel, pour planter le décor, c'est une entreprise qui fabrique des agitateurs. Alors c'est pas politiquement correct, en Chine non plus, mais ce sont des agitateurs industriels, des mélangeurs industriels. Les applications sont la cosmétique, la chimie, la pharmacie, le traitement de l'eau, pour faire simple. C'est une PME qui en 2005 avait 32 personnes, donc une vraie PME industrielle patrimoniale. Et j'ai décidé à cette époque-là, cette année-là, de m'implanter en Chine industriellement, c'est-à-dire j'ai ouvert une usine. Alors ce n'est pas une usine de délocalisation, c'est une usine de localisation, c'est-à-dire que je me suis rapproché de mes clients chinois. J'avais quelques clients chinois, quelques clients français à ce moment-là aussi, et je me suis rapproché d'eux. Les clients français sont les moins fidèles. Hein. Quand on parle de chasser en meute, on chasse en meute entre PME, mais pas facilement entre PME et grands groupes. Ça ne se mélange pas tellement pour l'instant. Pourtant, c'est mon métier de mélanger. Donc effectivement, j'ai chassé en meute depuis le début. Moi, ça fait 25 ans que j'ai repris cette entreprise. Et ça fait 25 ans que mes démarches internationales se font toujours en groupe. Toujours. Nous sommes partis à une quinzaine d'entreprises, dont une majorité de lyonnaises d'ailleurs, dès 1991, pour aller draguer la Chine, l'Inde et le Japon, des pays simples, hein, surtout à l'époque. Mais justement, comme c'était des pays difficiles, c'était trop compliqué pour une PME d'y aller seule. Donc on a systématiquement joué la carte d'y aller ensemble. Alors, ça a plein d'avantages d'y aller ensemble. Ça n'a même que des avantages. Ça a des avantages financiers parce qu'on trouve des aides quand on arrive à 15 et qu'on va voir un conseil général, un conseil régional, voire l'ancêtre du Bifrance. À ce moment-là, on dit 15, on va faire un petit corner France sur un salon, on va vous accompagner. Ça a que des avantages parce que sur les 15, il y en a qui sont, comme je l'étais à l'époque, des primo-exportateurs, et puis il y en a qui ne sont pas des primo-exportateurs. Donc tout l'intérêt du collectif, c'est d'échanger les bonnes pratiques, des bonnes pratiques. D'échanger les bonnes pratiques. Et puis sur place, c'est un soutien important aussi quand on démarche des pays compliqués, quoi. Alors ce matin, quand vous étiez avec Raffarin, on a 2-3 PME qui sont venus nous raconter leur histoire avec la Chine. Delphine Delors qui a réussi à ramener des pandas en France, mais il a fallu l'appui de Nicolas Sarkozy. Et puis Barnabé Weiser qui a refait la place Tiananmen, mais ça lui a pris 5 ans. Quand je dis Sarkozy, c'est pas une blague. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu il demande vraiment au Jintao. Ça a l'air très compliqué. Donc on voit bien que quand même pour une PME française, il faut une espèce de semi-miracle pour réussir à fonctionner. Par ailleurs, on en parlera avec Alice dans un instant. Hollande est allé en Chine il y a fort peu de temps. J'ai l'impression que dans l'avion présidentiel, il y avait des patrons de très grands groupes. En revanche, les PME étaient peu présentes dans l'avion ou dans la soute, mais en tout cas pas sur les photos officielles. Elles étaient dans un autre avion. Elles étaient dans un autre avion. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Ça vous paraît symptomatique d'un problème? Et vous, comment est-ce que vous avez fait quand vous vous êtes dit on va aller chasser en meute? C'est-à-dire que le départ, c'est que vous êtes dit je me sens pas le courage, et donc dans ces cas-là, on mobilise ses réseaux, on appelle Bruno Bonnel? Non, c'est pas que je me sentais pas le courage, c'est que j'ai pensé très vite que c'était beaucoup plus efficace d'être à plusieurs parce qu'on ouvrait plus de portes. Tout seul, la boîte faisait 12 personnes à l'époque, en 90, 8 personnes même. J'avais plutôt pas les moyens d'y aller tout seul. C'était pas une question de courage, c'est pas les moyens. À plusieurs, encore une fois, ça porte, on a plus d'écoute, on ouvre plus de portes. Et pour vous parler du côté politique, ce qui aide dans le côté politique, ce qui m'a permis de m'implanter en Chine, c'est un voyage avec un ministre du Commerce extérieur, François Loss.
Avec François Loss, c'est l'année où Raffarin a pris d'ailleurs ses grades d'homme politique le plus aimé en Chine. C'était l'année du SRAS. On devait partir en Chine en mission ministérielle avec Raffarin, François Loss et puis toute une kyrielle, dont beaucoup de PME, parce que Raffarin, lui, est très proche des PME. Et puis le voyage a été annulé à cause du SRAS. Raffarin y est allé tout seul, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça que Raffarin aujourd'hui est une vraie personnalité reconnue en Chine. C'est le seul homme d'État à être allé en Chine pendant cette période-là. Donc ça lui a vraiment donné du grade. J'y suis retourné quelques mois après avec François Loss, et quand vous allez avec votre petite mallette de PME et que vous demandez à ce qui est Ubifrance aujourd'hui de vous prendre un rendez-vous, par exemple chez Veolia, on vous ouvre la porte, vous allez avoir un rendez-vous, mais vous allez avoir un rendez-vous avec un numéro 4 ou 5. Quand vous êtes dans une mission ministérielle, c'est le numéro 1 de Veolia qui vous reçoit, même si vous êtes avec la même petite mallette de la même petite entreprise. Et j'ai eu la chance de rencontrer le numéro 1 de Veolia en Chine, et l'histoire de mon implantation, elle tient à une question que je lui ai posée. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'achetez du matériel à moi, petite PME lyonnaise? Ce matériel traverse la moitié de la terre pour être livré chez vous. Et il m'a répondu, parce que je n'ai pas encore trouvé ça ici. Donc il y avait le pas encore. Autant dire que si j'attendais un petit peu, assis dans mon fauteuil à Dardilly, qu'il arrête de passer les commandes, il allait arrêter, parce qu'il allait trouver. Donc je me suis implanté pour être le fabricant d'agitateurs chinois qu'il n'avait pas encore trouvé. Alors, manifestement, ils n'ont toujours pas, puisque à l'époque, vous aviez quelques salariés. Aujourd'hui, je crois que vous en avez 72. Non, j'en ai 75 au niveau groupe, mais Combien en Chine? J'en ai 17 en Chine. Oui, j'en ai 17 en Chine. Ben, si, il y a de la concurrence. Ils ont trouvé d'autres concurrents, mais ils continuent à me faire confiance. Ouais. Mon implantation a vraiment été pour les fournir au plus près de leurs besoins. Bruno, je voyais sourire. Vous avez peut-être un petit témoignage sur ce que... Je ne sais pas si c'est votre ami, mais je vous ai vu... oui, je souris parce que c'est mon ami, il n'y a pas de problème. Je vous ai vu vous adresser une accolade plus que chaleureuse en arrivant. Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie pour aller conquérir le marché chinois? Elle vous paraît intelligente? Dites pas non. Hein. Je ne vais pas dire non, je voudrais juste remettre ça dans son contexte. Parce que, bon, vous devez savoir d'abord que le mot chasser en meute, c'est un mot qui est complexe parce qu'il donne l'idée qu'on est agressif. Moi, j'ai mieux utilisé le mot chasser de façon fédérée, parce que c'est un peu ça la clé du truc. Et Madame Brick, notre ministre du Commerce extérieur, vient de me confier une mission dans ce qu'on appelle une famille, qui est la famille du numérique, de fédérateurs, pour essayer de faire justement mieux travailler les entreprises ensemble quand elles partent à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, complètement raison, quand une PME s'attaque à n'importe quel territoire, hein, on a parlé de la Chine, moi mes zones d'intervention c'est le Kenya, la Roumanie, des zones assez bizarres où on se dit a priori pourquoi on irait vendre nos agitateurs ou nos répétiteurs TNT par exemple. Petit exemple, sur l'Afrique, il y a un marché de à peu près 70 milliards d'euros d'installation de télévision terrestre numérique dans les 15 ans qui viennent. Les Chinois viennent de faire un congrès à, je ne sais plus, je crois que c'est au Congo, de 60 chefs d'État africains, avec leurs copains, leurs machins, pour expliquer qu'ils allaient, eux, financer le développement de la TNT en Afrique. Alors c'est sûr, quand ça s'appelle la petite boîte qui vient de racheter Thomson Broadcast, et qu'il vient avec sa mallette en disant « moi je voudrais juste vendre quelques antennes et quelques trucs », on dit « attendez, vous êtes chinois? Non, vous n'êtes pas chinois, alors vous ne passez pas ». Autre exemple, on a des gros marchés faits par des grosses entreprises, les métros, les Airbus, etc., qui sont signés à des niveaux, on va dire, stratégiques de la diplomatie internationale. Et puis une fois qu'on les a signés, prendre l'exemple d'un métro, l'équipement de ces métros, les composteurs, les systèmes qui font que ça marche, le métro, ben non, il n'est plus français. Donc, chasser de façon fédérée pour les PME, c'est aussi trouver des solutions de collaboration avec ces grosses entreprises pour y aller. Alors, en tant que témoignage, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans mon dernier voyage, qui était en Malaisie. Parce que je crois que c'est intéressant de voir comment ça se passe et pourquoi, là, quand on dit chasser de façon fédérée, ça a un certain sens que quand on est une PME, on n'a ni le temps ni l'occasion de pouvoir comprendre. J'accompagne donc la ministre dans ce voyage et on a une réunion qui se passe de façon assez formelle. Vous avez en gros le ministre du Commerce ou le ministre de l'Industrie, en l'occurrence cette fois-ci malaisien,
avec une délégation de représentants, ce que tu viens de dire, le patron de Veolia Malaisie ou équivalent, enfin, Et puis de l'autre côté, vous avez une délégation derrière le ministre d'entreprises françaises, en l'occurrence c'est une délégation MEDEF à ce moment-là, représentant, comme c'était une délégation MEDEF, quand même une majorité de grosses entreprises pour cette opération-là, et puis quelques PME. Et puis là, il y a un échange qui paraît très formel, où les uns racontent aux autres que c'est vachement bien, qu'ils s'aiment, qu'on devrait définir. Et puis là, on commence à rentrer un peu dans le dur, et on s'aperçoit que contrairement à ce que vous pouvez penser, le libre-échange, c'est pas donné, c'est pas gratuit, c'est pas systématique. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on ne peut pas vendre. Vous y allez avec votre produit, non, il n'est pas autorisé. Alors un exemple qu'on connaît bien en gastronomie, c'est les produits à base de lait particulièrement non traités sont interdits dans la plupart des pays du monde, les fromages. Donc si vous êtes un vendeur de fromage, votre territoire de chasse, c'est absolument pas le monde, c'est certains pays. Alors commence une espèce d'art de la danse, préparé par des conseillers avant, on est juste dans la sacralisation de ce moment, où on échange des idées. Et puis on se rend compte qu'il y a d'autres sujets dont on mesure mal les effets ici. Vous avez été tous au courant probablement que certains sénateurs ont récemment proposé de mettre en question l'utilisation de l'huile de palme dans la nourriture diverses et variées. Et puis, lors de ce congrès qui a l'air sérieux, on va parler de tramway, on va parler de métro, on va parler d'avion, on va parler de plein de choses. Le ministre du Commerce extérieur dit « Mais rappelez-nous, vous avez bien une loi qui est en préparation sur l'huile de palme en France ?» Pas tout à fait, parce qu'en plus, c'est pas vrai. On a des projets. Il se trouve que nous, on est le premier exportateur mondial d'huile de palme. Et vous comprendrez que si la France décide de bloquer à l'Europe l'utilisation de l'huile de palme dans la plupart des produits, c'est sûr que c'est plus compliqué pour développer le business avec vous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le commerce au niveau international, c'est les efforts individuels de chacun pour percer les marchés, mais c'est aussi toute une organisation qui se met autour, qu'on ne voit pas, qui est dans des sphères de discussion, où là, objectivement, en tout cas, je peux témoigner, parce qu'ils sont indépendants de la chose politique, on parle des techniciens du commerce extérieur, sont très intéressants, et où il y a une dynamique qui se crée, où on a des conséquences directes sur nous, directes. Donc, c'est pas juste, je veux faire du commerce à l'international, d'où l'intérêt d'être fédéré. Voilà. Donc j'en arrive à mon point, c'est là qu'est le véritable intérêt. Il y a des intérêts, tu l'as dit, économiques, de sens, de coût, puis il y a un intérêt de dire, si j'arrive pas à faire passer, alors je ne peux pas vous donner de nom, mais par exemple, il y avait une entreprise significative, une grosse ETI, qui voulait vendre un certain produit sur lequel il y avait un blocage légal, en fédéré, en parlant en même temps des métros, des Airbus, des trucs, de la pluie, du vent, etc. Cet item de débloquer ce problème légal qui était vraiment bloquant parce qu'on ne pouvait pas signer le contrat parce que ce n'était pas possible, je pense, alors qu'il s'est débloqué. En tout cas, l'engagement a été pris à ce moment-là. Donc je pense que le gars s'en est sorti. Donc c'est pour ça que travailler en PAC, en fédéré, c'est intéressant. Moi, je préfère le PAC. Je préfère le rugby à la chasse, personnellement. Moi, je ne suis pas un violent. Bon, il n'y a pas de souci. Mais on comprend bien l'intérêt. Mais sur le fond, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas de maison, enfin il y a une maison des fédérations, mais ça n'a rien à voir. Donc comment est-ce qu'on fait pour apprendre quelles sont les parties prenantes? Parce que les exemples que vous donnez sont assez éloquents, mais il y a sans doute des gens qui ne sont pas dans notre core business d'habitude. Donc comment est-ce qu'on va les chercher pour travailler sur une approche fédérée et aller sur un nouveau marché? Question ouverte à tous les deux, d'ailleurs. Il y a deux approches. Il y a l'approche métier. Donc on peut être fédéré dans un métier. On se dit, par exemple, on est des fournisseurs de l'industrie chimique. On part ensemble sur des salons, sur des missions, et là, on se rapproche naturellement de son syndicat à Paris, la Fédération de la mécanique, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Il y a la deuxième approche qui est une approche transversale, où on se dit là, on va partir avec les organes de l'export de notre territoire. Donc ils sont variés, multiples et parfois un peu illisibles. On travaille beaucoup sur Rhône-Alpes pour l'amélioration de la lisibilité de tous les organes qui existent, mais cette maison est un des acteurs de l'international. Je suis élu ici, président de la commission internationale. Mon but était justement d'arriver à faire travailler, c'est pas encore gagné, mais ça va beaucoup mieux, tous les organismes ensemble. La région, l'État,
la chambre de commerce, les indépendants, les syndicats patronaux, les banques, chacun a sa petite cellule internationale. Donc on a un choix qui est très vaste, peut-être trop. Mais on peut travailler avec l'ensemble de ces organismes et partir là aussi sur du fédéré qui peut être là aussi métier, pas forcément par son syndicat. Mais quand on va faire un salon de l'eau dans un pays, il y a tellement de métiers dans l'eau que ça peut être tout à fait, c'est organisé par les chambres de commerce, par la région, etc. Donc il y a plusieurs formes et c'est vraiment pas difficile à trouver. La chambre de commerce est réputée être la porte d'entrée qui après va indiquer quel est le meilleur angle pour attaquer un marché. C'est pas compliqué aujourd'hui si on s'y intéresse. Moi ma réponse, elle est complémentaire. C'est que on n'a absolument pas, et on n'est pas là d'ailleurs pour parler de ça, dans le temps qui nous est imparti, il y a plein de mécanismes. Il y en a plein. Il a dit, il y en a plein. Chambre de commerce, Ubifrance, machin. Le plus important, c'est de déclencher le réflexe de moi, ce que j'appelle la PME globale. On peut dire, et on est là pour le dire, osons la France, etc. Mais il faut surtout tout de suite que ça soit dans la création d'une start-up, que ça soit dans la création ou le développement d'une petite entreprise ou d'une ETI, c'est de déclencher en interne et en réflexe naturel la notion de PME globale. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on sort d'un territoire de relations économiques et de jugement des entreprises qui est basé sur « faites bien l'étape 1 et puis vous passerez à l'étape 2 et puis vous passerez à l'étape 3 ». Ça veut dire réussissez sur votre marché, puis quand vous serez bon sur votre marché, vous pouvez partir sur un marché plus étendu, et puis après vous irez encore plus vite. Si on pense, et on en a tous conscience, que la variété de la créativité française, en termes de produits, en termes de services, va trouver des équilibres sur le territoire français uniquement quand on crée une boîte, il vaut mieux pas créer une boîte. Et la force d'un États-Unis qui résonne comme ça, mais sur un territoire qui s'appelle les États-Unis, ne peut pas être la même que sur un territoire comme la France. Donc ça veut dire que le jour où vous déposez les statuts, ou le jour où vous faites un plan de développement, s'il n'y a pas la ligne export qui clignote en rouge, déjà vous êtes mort. Le premier jour. Je ne parle pas quand vous faites un business de proximité. Je ne parle pas si c'est un restaurant ou quelque chose, mais quand c'est une entreprise qui se développe. Et encore, restaurant, je discuterai, c'est bien d'attirer les étrangers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les outils existent, mais la prise de conscience par le mécanisme qui entraîne, non, mais commencez par bien faire, vous savez faire, mettez votre argent plus surtout là, etc. Et je vais donner un exemple précis dans 2 secondes. Il faut la déclencher. Et c'est ça, osons la France. Osons la France à l'export. Et je vais vous dire même mieux, j'ai proposé au ministère du Commerce extérieur un truc complètement dingue. C'est pas gagné, mais je l'ai quand même proposé. La création, et là je lance un défi aux sponsors qui voudraient, d'un prix de création d'entreprise par des Français à l'export. En gros, je veux créer une boîte à Los Angeles, eh bien la France vous donne un prix et vous donne des moyens de le faire. Parce que c'est ça la clé du système. On a une créativité naturelle, une énergie naturelle qui est intéressante. Ce qui me déçoit le plus, c'est quand j'ai rencontré au cours de tous ces voyages, j'en ai fait 4-5, j'en ai pas fait 10 000. J'ai rencontré des Français, des jeunes qui ont créé, ou des vieux d'ailleurs, qui ont créé des boîtes, qui sont pleins d'amertume. Je suis bien content d'être là, je suis bien content d'être en Indonésie parce qu'en France, faut pas déconner, c'est nul. Moi je me dis, mais attends, vous savez quand même un chiffre intéressant, 300 000 entreprises dans le monde créées par des Français en diaspora. Comme un chiffre intéressant ça. 80% des exportations se font sur 5% des exportateurs, en volume. Ça veut dire que, et pire que ça, 40% des exportateurs, des primo-exportateurs, le reste. Ça veut dire qu'ils font un truc à l'export, puis ils arrêtent. Et 95% au bout de 3 ans ont arrêté complètement l'export. En plus. C'est ce genre de chiffre qui décourage les partenaires potentiels. Mais sinon, on peut demander à Jérôme Cahuzac d'utiliser une partie du reliquat pour faire des bourses aux entreprises qui exportent, lui-même ayant un goût pour la volatilité de l'argent hors de France. Ce serait un juste rendu. Vous êtes dans une partie qui s'intitule Ailleurs aussi, et juste après vous, on va faire un décryptage avec Alice Ekman qui nous expliquera ce qu'il faudrait mieux faire dans une stratégie franco-chinoise, mais puisque vous êtes tous les deux des dirigeants avec une vision et que derrière ça s'intitule « Il faudrait », comment est-ce que vous pourriez résumer votre pensée sur le côté « il faudrait mieux chasser fédéré à l'international » ? Alors d'abord,
un petit peu à contrario de ce qu'il va dire, mais de ce qu'il va non, dire. non, de ce qu'il a dit, pardon. Ah bon. De ce qu'il a dit. Non, sur le fait que quand on crée une entreprise, il faut la penser globale tout de suite, je suis d'accord. Mais quand on a déjà son entreprise, quand c'est une entreprise qui est sur un bien d'équipement traditionnel, elle n'a pas été créée avec le Think Global immédiatement. Et là, pourquoi il y a tant d'échecs sur les primo-exportateurs? C'est parce que souvent, on nous incite à partir, on incite tout le monde, on fait ce genre de show pour dire allez-y, allez-y, mais ils partent sans être prêts. Donc il y a une chose qui est très importante, c'est d'aider les chefs d'entreprise d'abord à comprendre ce qu'est l'export et puis à préparer leur entreprise. On ne va pas à l'export, surtout au grand export, la fleur au fusil, sans savoir ni parler la langue, surtout sans avoir un back-office capable de suivre derrière, capable de répondre aux sollicitations qu'on espère avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, il faut accompagner sur cette partie-là et n'emmener que des entreprises qui ont déjà cette bonne base, ou si on les emmène sans qu'elles aient la base, c'est pour qu'elles comprennent qu'il faut vite qu'elles prennent la base. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, il faut bien sensibiliser les entreprises qui sont parties sur le fait qu'il faut suivre ce qu'elles ont fait. Quand on est en France, qu'on se déplace à Tourcoing et qu'on va prospecter un client, quand on revient, on le suit. Il faut faire pareil à l'export, c'est presque plus important parce qu'il y a ce problème interculturel qu'on ne capte pas toujours au premier rendez-vous qui fait que la confiance se crée ou pas. Et quand c'est pas, et puis c'est pas pour longtemps. Donc c'est très important. Il y a des tas de petits trucs à apprendre pour faire de l'international. C'est pas très compliqué. C'est pour ça qu'il faut positiver, il faut oser. C'est pas très compliqué. Et là encore, il y a plein d'organismes qui permettent d'accompagner et de former à ça. On est dans la bonne maison. Le patron de la maison viendra nous dire un petit mot tout à l'heure, mais je vous encourage à écrire un petit guide pédagogique parce que ça a l'air très clair dans votre tête, la to-do list avant de partir. Le to-do et le not to-do. Le not to-do, oui. Qui est très important aussi, si je peux encore dire un mot avant. Merci mon ami. Le not to-do, et c'est quand je disais tout à l'heure que quand on chasse en meute ou quand on part fédéré, le fait de mélanger, et j'aime bien ça, les primo-exportateurs et les exportateurs confirmés. Ouais. Tout l'intérêt, c'est que ces bonnes pratiques, c'est aussi les mauvaises pratiques qu'on s'échange. Ne pas faire ça dans tel endroit. Attention à ça. Moi, je suis convaincu, mais alors totalement convaincu par 25 ans d'expérience, que les erreurs des uns seront aussi des erreurs pour les autres. Les réussites, les facteurs clés de réussite sont différents. Chaque entreprise a ses facteurs clés de réussite. Mais les facteurs clés d'échec sont relativement communs et transversaux. Comme je dois dire le contraire de ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. En même temps, comme vous aimez la disruption, vous pouvez dire la même chose que lui, ce serait ça le pas de côté. C'est à contrario de ce qu'il va dire. Donc moi, non, je pense que plus sérieusement, je pense que les règles de prudence et l'évidence de dire quand une société a sa culture et sa structure, la transformer est complexe, sont vraies. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un discours mobilisateur, comme je le dis, sur pensée globale tout de suite avec une création qu'avec quelque chose qui est établi. Mais comme je suis quand même un mec têtu, je pense qu'il faut comprendre qu'on est passé en mode survie. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mode de réflexion de dire « Oh, ça serait pas mal de le faire, ça va être dur, il faut qu'on y réfléchisse ». Il faut basculer vraiment dans un mode à dire « Je dois me donner les moyens de le faire ». Ce n'est plus un choix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si une entreprise, effectivement, a des habitudes de travail et qu'elle ne comprend pas par rapport au bouleversement du monde, par rapport au déplacement du centre de gravité, par rapport au déplacement des territoires comme l'Europe, qu'elle ne peut plus se penser hors de ce contexte, et ça c'est vraiment la responsabilité du chef d'entreprise, elle est vraiment en grande difficulté. Donc, quelques méthodes. Moi je lis tous les jours qu'il y a des centaines, des milliers, suivant les villes, de jeunes qui se trouvent avec des difficultés d'accès à l'emploi. Il y a certainement des arbitrages à faire sur ces jeunes, à dire, bah écoutez, puisque de toute façon vous ne trouvez pas de boulot ici, moi je veux bien vous prendre si vous allez vous pousser ailleurs. Ils feront des bêtises aussi. J'ai rencontré parmi ces groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, pas mal de jeunes qui ont dit, bah de toute façon, je ne trouvais pas de job en France, alors je suis parti. Et beaucoup d'entre eux travaillent paradoxalement pour des sociétés françaises à l'export. Donc je pense qu'il faut encourager, encore une fois, cette diaspora, il faut être fier d'être français à l'étranger. Donc il faut arrêter de lire dans les journaux, oh là là, c'est la fuite des cerveaux, oh là là, vous n'avez pas de reconnaissance du ventre, vous partez, on vous éduque, on vous soigne, et vous les méchants, vous partez, et nous alors, qu'est-ce qu'on va devenir, nous les vieux, la vieille nation? Il faut faire l'inverse.
Il faut dire, formidable, vous partez? Mais attends, vous avez besoin de quoi pour partir? Vous avez besoin de quoi? De visa, de soutien, d'économie. Donc, je pense qu'il est de notre devoir de comprendre que plus on multipliera les présences physiques françaises sur les territoires, de qualité, pas de qualité, qu'on arrête de penser qu'on va gagner à coup sûr à chaque fois, ce ne sera pas le cas. Il y aura beaucoup d'échecs, mais il y aura aussi beaucoup de réussites. Là, on rentrera dans un système fort. Donc, au niveau des entreprises, c'est une prise de conscience que ce n'est pas un choix. Et au niveau de la nation et de la France, il faut rendre fiers et non pas coupables les Français qui partent à l'étranger, parce qu'ils nous le rendront de manière ou d'autre. Dernier exemple, et après je te redonne la parole, parce qu'il parle au moins autant que moi. C'est complètement débile de l'inviter tous les deux. On parle autant l'un que l'autre, donc on ne s'arrête jamais. Je ne dis pas ça du tout pour l'organisation d'Osons la France, je précise, qui est parfaite. Je ne sais pas où est Caroline, mais c'est parfait. Donc, je disais, il y a un exemple qui me semble... du coup, je me suis distrait, donc je suis en train de rechercher l'exemple que j'avais tout à l'heure. Mais les jeunes qui partent, comme je disais tout à l'heure, à l'étranger, il y en avait un qui a créé en Indonésie, parce que j'étais juste avant la Malaisie, j'étais en Indonésie pendant une journée, donc je suis à Jakarta, et va savoir pourquoi la délégation française est logée dans un hôtel qui s'appelle POP. POP. Tiens, POP. POP, c'est une chaîne de 100 hôtels en Indonésie, créée par un jeune qui est parti il y a 10 ans. Et il se trouve que Monsieur Pop, je ne connais plus son nom, il est assis à côté de moi à table lors du dîner de l'ambassadeur où il n'y a pas eu de Ferrero Rocher, je vous le précise, j'étais très vexé. Il est à côté de moi et il me dit, et je lui dis, 100 hôtels? Ah ouais, 100 hôtels. Alors toutes les catégories, hein, du 4 étoiles, du 2 étoiles, du 8, du Pop plus, du Pop moins, il a plein de brandes. C'est un ancien de chez Accor, jeune, qui a fait 3 ou 4 mois chez Accor, qui a dit je m'ennuie, il est parti en Indonésie, tombé amoureux d'une Indonésienne, monté une chaîne. Il me dit, par contre j'ai un principe monsieur, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'y a pas un produit chez moi qui est français. L'informatique pas français, la bouffe pas française, les lits pas français. C'est un principe, quand je lis que c'est français, je raye. Alors je dis mais pourquoi? Il dit parce que quand je suis parti, j'ai voulu revenir une fois, j'ai eu 2-3 contrôles fiscaux de base, ça c'était pas très grave, mais après on m'a expliqué, et on n'a eu de cesse de m'expliquer, que c'était quand même un scandale, parce que j'avais fait une école de commerce en France, que de m'être exilé et de lancer ma science. Donc le gars s'est dégoûté de notre propre pays. Alors c'est un épiphénomène, ils ne sont pas aussi caricaturaux que ça, mais il faut se méfier du discours qu'on a à ce niveau-là. Moi je suis fier de rencontrer des Français à l'étranger, et je n'ai eu de cesse de leur dire, vous savez la France, elle est technomantique. Elle est technologique et elle est romantique. C'est pour ça qu'on nous aime. Alors parce que mon secteur, je vous rappelle, c'est le numérique. Donc comme vous n'êtes pas mauvais dans le numérique, soyez aussi bon dans le romantisme, c'est-à-dire l'amour de la France. Et je pense que c'est cette dynamique-là qu'il faut créer. Il faut arrêter de stigmatiser parce qu'on a 2 mecs qui vont faire de l'évasion fiscale ou du planquage de je sais pas quoi, ou d'ailleurs des conneries, parce que généralement les mecs qui se tirent à l'étranger, en moyenne, où ils se séparent de leur femme, où ils s'ennuient, où ils reviennent. En moyenne, c'est pas bon du tout le chiffre, parce qu'on l'aime bien quand même notre territoire. Donc, ça, ce sont les cas médias. La plupart des mecs qui partent, ils partent parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Faisons en sorte qu'ils nous en trouvent à nous sur place et qu'ils développent l'économie française. Je répète, c'est bien, osons la France à l'export. Là-dessus, moi, j'ai fini. Et pour compléter exactement ce que tu dis, c'est exactement le même principe pour une implantation d'une entreprise française à l'étranger. Quand il s'agit de localisation, ça crée de l'emploi en France. Ça crée de l'emploi. Un exemple absolument réel et très récent, je prends une commande avec mon unité chinoise. Mes commerciaux chinois, pour l'usine chinoise, prennent une commande de 2 100 000 € l'année dernière. Sur les 2 100 000, on en a fabriqué 1,6 million en France. Et moi, depuis que je suis implanté en Chine, j'ai doublé le bureau d'études. J'ai multiplié par 1,5 le service commercial qui fait le back-office, puisque toutes les études sont faites en France. Ça, c'est le petit clin d'œil intelligence économique, pour pas quand même prendre trop de risques là-bas non plus. Mais le risque ne m'a pas empêché d'y aller. Pardon, j'ai juste une information pour les gens que ça pourrait intéresser. Sachez que va être annoncé dans les tout prochains jours quelque chose d'un très intéressant, justement pour qu'on puisse favoriser ces développements d'entreprises françaises à l'export, enfin d'entreprises faites par les Français sur des autres territoires. Ce sont les French Digital House. Il y en a une de créée à San Francisco, une de créée à Pékin,
une autre qui est prévue sur une ville en Afrique qui n'est pas encore définie, soit Tunis, soit Dakar, et qui sont des incubateurs de start-up pour des Français à l'étranger. Je crois que ça, c'est une initiative intelligente. Et parce que nous sommes dans cette auguste maison et dont le président est parmi nous, je suis obligé de vous dire que les règles de fonctionnement de cet incubateur, nous sommes en compétition, mais on espère gagner, et que l'EM Lyon, dont on peut quand même mettre fort, sera certainement au cœur de ces incubateurs d'une manière ou d'une autre. Donc quand même, j'étais obligé de le dire, parce que sinon, quand même, respect. Voilà. Merci infiniment à tous les deux technomantiques. Merci Philippe.